Aujourd'hui, la pâtisserie française explose littéralement. Une reconnaissance enfin méritée pour nos pâtissiers qui sont longtemps restés dans l'ombre des cuisiniers. Nous n'avions pas notre place dans le monde des cuisiniers. Et pourtant, s'il y a bien un domaine dans lequel les Français font seuls la course en tête, c'est bien non pas celui de la cuisine, mais celui de la pâtisserie, où ils sont 6 fois champions du monde. J'ai jamais mangé une pâtisserie aussi bonne qu'en France. Le dessert est universel et la pâtisserie est française. Voilà, on va les enfourner. Portée par un savoir-faire ancestral, notre pâtisserie fait partie intégrante de notre culture depuis des siècles. Parce qu'elle peut aussi s'appuyer sur une formidable pépinière de nouveaux talents, la pâtisserie française est aujourd'hui unique au monde. La pâtisserie française est la meilleure, je le pense. Grâce à des Michalak, grâce à des Conticini, à des Hermé, d'un seul coup, le pâtissier, ça va peut-être même devenir un métier à la mode. Longtemps restés dans l'ombre des cuisiniers, les pâtissiers sont aujourd'hui enfin reconnus, grâce notamment à une génération de jeunes talents qui bouleverse ce monde si feutré de la pâtisserie française. C'est au cœur du Triangle d'Or, dans un célèbre palace de l'avenue Montaigne à Paris, qu'officie depuis une dizaine d'années Christophe Michalak, le chef de file de cette nouvelle vague de jeunes pâtissiers surdoués. Je me dis que si je veux être en avance sur mon temps, il faut que j'aille plus vite que les autres. Et je pense qu'il y a plusieurs chefs pâtissiers très talentueux sur Paris et en province qui ont ce discours. Et c'est ce qui nous a fait percuter, évoluer, progresser. Et je suis très fier de ça, quoi. Je trouve qu'en 10 ans, la pâtisserie française, c'est juste extraordinaire. Et dans les 10, 15, 20 prochaines années, je pense que la pâtisserie sera peut-être aussi importante que la cuisine. Ma philosophie de travail, c'est de ne jamais reproduire ce que j'ai fait la veille, d'aller toujours de l'avant, de vivre avec mon temps et d'analyser ma pâtisserie sur 3 lettres phares, en fait, l'élégance, l'équilibre et l'émotion. Formé par Pierre Hermé, celui qui à 37 ans est devenu la nouvelle coqueluche de la pâtisserie parisienne vit son métier à 100 à l'heure, avec passion et détermination. Ouais, c'est ça, exact. Vainqueur de la Coupe du Monde de pâtisserie en 2005, Christophe Michalak est secondé par un autre champion du monde, Jérôme de Oliveira, sacré à son tour en 2009, à 23 ans à peine. J'ai jamais croisé quelqu'un qui avait un discours sur la pâtisserie comme lui, en employant des termes vraiment forts et qui se remet toujours en question, qui a mis l'idée à la seconde. Et je me disais, il faut que je rentre dans sa brigade. Et j'y suis arrivé et aujourd'hui, je ne regrette pas une seconde d'être monté à Paris. Depuis leur rencontre il y a 5 ans, Jérôme de Oliveira voue une admiration sans borne à son mentor. Moi, j'étais en pâtisserie boutique à la base, à Lyon. Et j'ai voulu monter à Paris pour découvrir le milieu de l'hôtellerie-restauration, le luxe, l'exigence. Et les créations de Christophe Michalak me plaisaient beaucoup. Maintenant, je suis son sous-chef, donc je dois faire le rapport entre la brigade et lui. C'est une complicité, c'est une confiance mutuelle qui s'est passée au concours et qui est aujourd'hui encore valable. C'est quelqu'un qui fait confiance aux gens, qui leur donne leur chance et qui est très généreux, que ce soit pour sa brigade et pour les clients. Et ça se ressent dans ses gâteaux. Et c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, qui se remet en question. Et ça, c'est très bien. Après, pour ses défauts, à l'inverse, c'est que du coup, il est très impatient. Et dès qu'il a une idée, dans la seconde, il faudrait presque être dans sa tête et le faire. Et c'est ce qui se passe souvent. Donc, il faut rebondir et puis ça le fait. Il n'y a jamais eu de soucis. On est là pour ça. Et ça, c'est une bonne idée. Ouais, rajouter ça. Ouais. Vas-y, mets-moi un petit point. Ça rend plus réaliste. Moi, personnellement, je délivre tout mon savoir-faire, toute ma technicité. Et c'est ce qui me permet d'aller plus vite, plus loin. La pâtisserie que je fais colle bien à ce lieu parce que c'est une pâtisserie avant tout élégante. Et en même temps, il y a un côté tradition, modernité qui m'amène justement à me dépasser, à trouver des choses un peu plus rock'n'roll, comme on dit souvent. En fait, on a développé des gâteaux, ce qu'on appelle des gâteaux au mètre, parce que je me suis aperçu que
on va dire une tarte citron de Luperson est bien meilleure qu'une tarte individuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment d'équilibre entre la pâte sucrée, la crème citron, la meringue. Et sur ce constat, en fait, j'ai développé un baba au rhum, un millefeuille, un Paris-Brest, une tarte chocolat, que j'ai décliné ensuite par saison. On ne fait pas une pâtisserie au mètre pour faire joli, on fait une pâtisserie au mètre efficace. Et lorsqu'on va manger toutes ces parts, il y aura un équilibre naturel qui va se ressortir, qui sera bien meilleur qu'une petite tartelette individuelle. Bon, on attaque maintenant. Ouais. Ça me donne envie, non? On ne peut pas concevoir, et c'est ça qui est vachement important dans le pâtissier de demain, c'est de faire des gâteaux, mais en même temps de les goûter assez souvent pour savoir si l'émotion est là. Et si on se fixe que sur des recettes sans goûter ces gâteaux, bien évidemment, ça ne marche pas. On fait des tas et des tas d'essais avant d'arriver au gâteau au final. Et puis le chef en mange plus que nous parce que c'est un boulimique. Mais nous, on apprécie de déguster chaque pâtisserie et cela quotidiennement, quoi, vraiment. L'influence de la créativité, elle est partout. Elle est en discutant avec les gens, en se baladant sur l'avenue Montaigne, en regardant la télé, le cinéma, une galerie d'art, en griffonnant. Moi, je laisse place à mon imagination tout le temps. Que ce soit dans mes rêves, que ce soit dans mes moments de libre, que ce soit au travail. J'ai toujours un calepin, un crayon et je note. Je note, je dessine. Et je suis sans arrêt à la recherche de la pâtisserie du futur, on va dire. Cette pâtisserie du futur, Christophe Michalak l'expérimente une fois par mois au sein du Club des Sucrés, une association de jeunes pâtissiers. Ce jour-là, une dizaine d'entre eux ont rendez-vous près de la place Vendôme à Paris pour confronter leur dernière création. On a voulu faire évoluer notre métier. On a voulu créer en fait une sorte de goûter du pâtissier qui existait il y a très longtemps et qui était un peu prout-prout, qui était autour du champagne, qui était un peu trop pour se faire mousser. Et on a voulu vraiment apporter une touche bien particulière, bien moderne et surtout faire évoluer notre métier à travers... Alors au début on travaillait sur un fruit ou une matière première comme le chocolat, la fraise. Après on a travaillé sur une couleur, après on a travaillé sur un thème bien précis. Et à chaque fois le deal c'est de ne pas sortir quelque chose du congélateur, c'est vraiment d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas été fait, qui n'a pas été vu et qui nous fasse progresser. Donc on ouvre notre club à tout le monde, il faut juste pas décevoir. Donc voilà, mais c'est plutôt sympa, c'est bon enfant, on n'est que des potes et on essaye vraiment de faire les choses au mieux. Et cet après-midi-là, chacun avait phosphoré autour d'un seul et même thème, les plantes vertes. L'idée c'est de récupérer en fait le haut de cette boule et verser le jus de framboise cuisson à travers la panna cotta. On a tout un montage en chocolat avec au-dessus un petit macaron citron et menthe fraîche. Et tous les pétales sont en fait un mélange de chocolat et de menthe glaciale. Les pâquerettes géantes. Pâquerettes La géantes pâquerette est une plante verte. À chaque fois que je viens, je me dis, là je vais mettre une tôle parce que franchement j'ai un truc dans mon carton là, qui va être de folie. J'arrive, je fais le cake et là je m'aperçois qu'en fait il n'y a que des trucs top et que finalement ce que j'ai cru qui était le meilleur, c'est peut-être pas le meilleur. Et moi j'aime être confronté à ce genre de choses. Nous avons préparé une jardinière, donc aloe vera, menthe et fraises des bois. Et pour accompagner cela, on a fait des petits esquimaux aloe vera et menthe. On s'entend, on se retrouve, on partage tout. Il y a vraiment une idée de vouloir faire avancer la pâtisserie, quoi. Après les jardinières, il y a la mini-serre, donc un sablé breton au basilic, un crémeux à la fraise, et puis un petit jardin à l'intérieur qui ne demande qu'à s'ouvrir. Ah bravo, j'ai cru que... C'est quoi? Je crois que c'était en plastique. Ah mais pareil. Ah non. Ah tu vois, alors là... C'est une histoire de bulle. Ouais. Du travail de mof. Il y en a un. C'est bluffant. Ah non, j'avoue, là, c'est la suite des bulles de il y a 15 ans. Moi aussi, ouais. Tout le monde trop bluffé. On se donne tout. Il n'y a plus de secret. Je pense que c'est grâce à ça que notre métier au jour d'aujourd'hui est à ce niveau, qui s'est ouvert aux autres et qu'on est moins enfermé dans notre grotte. Sur une invitation, j'ai été bluffé de ce que j'ai découvert. Tout d'abord la simplicité, l'humilité,
et cette transmission de savoir, justement, cet échange qui nous fait tous grandir. Donc je trouvais ça génial. Je n'ai pas fumé la citronnelle, le chocolat aussi. Pourquoi tu as parfumé le citronnelle? La citronnelle? Ouais, carrément, le chocolat. Pour vraiment aller plus loin, tu vas rester dans la télé. Et comment tu as parfumé alors? Là, je travaille avec des... Non, dans la masse. Je crois que la cuisine a eu vraiment une grosse évolution à peu près jusqu'en 2000. Et puis, on était un petit peu derrière les pâtissiers. Et là, tout d'un coup, toute cette génération, on sent bien on nous met en avant aussi. On nous met en avant au niveau des médias. Ça nous fait plaisir. On n'est plus le pâtissier derrière le cuisinier. On est vraiment une identité à part entière. Et déjà, ça nous flatte, et puis en même temps, ça nous donne envie de faire plus, quoi. Au sucré, la pâtisserie française. Devenue tendance et populaire, cette pâtisserie française explose littéralement depuis quelques années. À la une des magazines, comme dans les livres, dans les soirées événementielles ou dans les cours de pâtisserie, on la trouve désormais partout. Comme dans cette librairie spécialisée. La librairie gourmande, c'est à peu près 20 000 ouvrages de livres de cuisine, toutes spécialités confondues. La pâtisserie, ça doit représenter à peu près 10% de la globalité. Et on a vu une explosion ces dernières années, puisqu'il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas du tout de livres en pâtisserie. Et puis progressivement, on a vu des titres apparaître. Et actuellement, c'est vrai que c'est un secteur très porteur, puisque ça doit représenter à peu près 30% des sorties annuelles. Mais la pâtisserie devient de plus en plus tendance. Nous, on le voit aussi par la clientèle qui évolue. On a de plus en plus de jeunes femmes qui vont s'intéresser à la pâtisserie, mais aussi aux pâtissiers. Car effectivement, les pâtissiers sont maintenant un peu des bêtes de scène médiatiques. Quand on voit un Christophe Adam, un Christophe Michalak, c'est vrai que tout de suite, y a un engouement. On va se retrouver vraiment avec un phénomène presque de gravure de mode, de sportif. Donc la pâtisserie, c'est complètement tendance, et on voit sur un rajeunissement des personnes qui s'intéressent à la pâtisserie. Ancien chef pâtissier du Crayon pendant 15 ans et auteur à succès d'une vingtaine d'ouvrages sur la pâtisserie, Christophe Felder affiche complet dans ses cours. Bienvenue au jardin d'acclimatation. C'est un joli endroit, hein, vous avez vu ce petit soleil. Aujourd'hui, on va se faire une petite tarte citron. Il y a la meringue suisse. Devant les filles, voilà, on monte. Voilà. C'est vrai qu'avant, c'était beaucoup les grands-mères qui faisaient la pâtisserie. Ils avaient le temps. Aujourd'hui, c'est les jeunes et les très jeunes, garçons et filles. Un gâteau pour 15 personnes. On va jamais faire un gâteau pour 2-3 personnes. Donc c'est vraiment un peu, on se réunit autour des gâteaux. Et je pense que c'est que le début. On sent vraiment une envie de faire des gâteaux à la maison. Alors, je suis toujours étonné de ça quand on fait une crème relativement simple. Ils se disent, mais on a vraiment un vrai goût de citron ou un vrai goût de framboise. Et ça marque la mémoire et c'est génial, quoi. C'est chaud, mais c'est très bon. Tu le fais? C'est très. C'était assez technique, mais assez facile aussi. Je vais la tester ce week-end. Puis surtout, ça m'a réconcilié avec la tarte au citron que je déteste. Et là, je trouve ça vachement bon. C'est quand même vraiment meilleur une tarte au citron faite par soi-même qu'une tarte au citron qu'on achète, même dans une très bonne boulangerie. La pâtisserie est aujourd'hui tellement en vogue qu'une grande maison de chocolat a même eu l'idée d'organiser la première nuit du gâteau. Succès garanti. Depuis 7h moins 10, je suis là. Et je me disais jusqu'à 8h30, mais bon, j'aimerais bien goûter les gâteaux. Donc je vais peut-être encore pousser un peu plus loin, peut-être jusqu'à 9h30. Mais bon, j'ai le train à 22h, donc je ne suis pas arrivée. Si des centaines de passionnés n'ont pas hésité à faire 2h30 de queue pour déguster un simple sablé au chocolat, c'est qu'il y a de bonnes raisons à cela. Je pense que si la réussite est là ce soir, c'est que les clients sont vraiment attentifs à ce qui se passe en ce moment au niveau de la pâtisserie. On souhaite revisiter cette pâtisserie pour lui donner une nouvelle lettre de noblesse et puis en même temps apporter cette touche de design, mais aussi surtout de goût en apportant quelque chose de nouveau. Une folie gourmande qui a duré ce soir-là jusque très tard dans la nuit. Si aujourd'hui la pâtisserie connaît un tel engouement, c'est entre autres parce qu'elle puise ses racines au cœur de nos régions. Une tradition transmise par nos mères et nos grands-mères, comme ici en Alsace, à Wettelsheim, près de Colmar, avec le Kouglof. Pour Angèle Stenz, ce gâteau est sacré et il a une véritable histoire. Voilà. Alors, s'il vous plaît, je vais là-dedans pour que ça tienne bien. Voilà. Comme ça, c'est maintenu. Voilà. Il faut le battre parce qu'il était méchant. Alors, je tourne
C'est pour ça que j'ai dit je continue parce qu'il faut un certain temps. Et au moment que ça se décolle, que la main est propre, après c'est bon. Donc il faut encore compter au moins 10 minutes maintenant. Mon papa m'a raconté que chez eux, ils s'attendaient le samedi saint, après minuit, donc la première heure du jour de Pâques, ils ont mangé le kouklouf parce qu'avant, ils n'avaient pas le droit, parce qu'il y avait des œufs. Ma maman faisait ça souvent, parce que comme elle avait le four à pain, à toute occasion, Pâques, Noël, Pentecôte, si vous voulez, ou quand il y avait une fête de famille, mariage, baptême, communion, c'est là qu'il y avait le kouklouf. Et c'était le seul dessert à l'époque. Je dirais, le kouklouf, je le fais toutes les 3 semaines, sûr. Ou des fois plus quand il y a l'occasion, quand il y a la demande, quoi. Comment trouvent vos enfants, vos petits-enfants, comment trouvent-ils votre kouglof? Ben, ils disent toujours, ma maman, le tien, c'est le meilleur. Parce que c'est toujours la même recette. Et ailleurs, ils sont différents. Ils sont comme une éponge ou ils sont trop secs. Si les gens mettent trop d'œufs, le gâteau devient sec ou quoi, bien faire, mais c'est pas vrai. C'est ça. C'est juste les quantités qu'on prend. C'est bon. Voilà, on va les enfourner. Dans la famille, je suis sûre qu'ils vont continuer. Et puis la recette, enfin, je le donne à tout le monde. Hein. Il n'y a pas de secret. T'as vu comme c'est bien? Voilà, bon appétit. Merci. À Plomodierne, à l'extrême pointe de la Bretagne, Thérèse Poudoulec, elle, prépare son kouign-amann dans les règles de l'art. En mêlant à l'intérieur d'une pâte à pain fermentée pas mal de beurre salé et presque autant de sucre. Un merveilleux gâteau banni à jamais des régimes. La première couche de beurre, elle est en dessous, là, et puis on repasse, on a plié en 4, là, et puis on a refait le même mouvement, étalé, et puis là, je remets une autre couche. Ça fait plus de 30 ans que j'ai appris à faire le kouign-amann. J'avais été chez ma belle-sœur manger un repas de famille, et puis elle avait acheté un kouign-amann. C'était la première fois que je mangeais un kouign-amann, et puis j'avais trouvé tellement bon, je dis mais c'est pas possible, je dis il faut que j'essaye de faire un kouign-amann. Et à la fin j'ai trouvé une dame qui savait le faire, elle lui avait donné la recette par quelqu'un de Douarnenez, et elle m'a appris à faire, mais j'ai raté plusieurs fois. Hein. Mais j'ai tellement insisté que j'ai arrivé à le faire. Quoi. Moi, le kouign-amann, je le connais depuis que je suis très jeune, du fait que je suis née à côté de Douarnenez, donc pays du kouign-amann. Alors je l'aime parce que c'est du bon beurre, on sent le sucre, le beurre en même temps, ce mélange qui se caramélise me plaît beaucoup au goût. À présent, direction les Hautes-Pyrénées, à Azep, un petit village bigourdan perché à 1100 mètres d'altitude, au cœur de la vallée d'Or. Il faut 65 œufs, 2 kg de sucre, 2 kg de beurre, 1 kg 750 de farine, du sucre vanillé et 1 litre de rhum. Oui, si vous donnez un voisine. Je veux bien. Maintenant, on va habiller le moule avec du papier sulfurisé. Une fois que le moule, tu vas mettre le papier. Oui. Pendant ce temps, je vais allumer le feu. Voilà. Odile Berrier et Ambroisine, sa voisine, réalisent ce jour-là un gâteau spectaculaire, le gâteau à la broche. Au départ, une simple pâte à 4 quarts, mais tout le secret et le savoir-faire résident dans la cuisson de ce gâteau que l'on prépare toujours pour les grandes occasions, en famille et aidé de ses voisins. Accélère un petit peu plus. La réussite d'un bon gâteau à la broche, en fait, c'est de faire couler donc cette pâte d'un petit peu haut et surtout un petit filet, quoi, pour que ça s'imprègne bien et qu'en tournant, les pics puissent bien se faire, quoi. Alors je pense que le gâteau, il faut le tourner très vite au moment où la personne met la pâte, quoi. Et ma marraine, donc ma tante, me disait toujours qu'il fallait tourner très vite à ce moment-là pour que la pâte fige
et fasse des pointes. Nous, ce qu'on aime à le faire à la main, manuellement, comme ça, c'est d'abord, ça nous permet de nous retrouver. Voilà, c'est plus convivial, plus familial, puis on passe un bon moment, et puis... on trouve que c'est des beaux gâteaux qui font plaisir quand on les offre, et puis il y a le goût aussi qui n'est pas à négliger, quoi. Puis bon, on veut quand même garder cette tradition, donc voilà, c'est pour ça qu'on se force aussi à le faire, quoi. Après, on le prend comme un bébé pour le poser sur son socle. Et voilà le résultat. On est contente parce que quand on s'est bien chauffé là pendant 4 heures, c'est vrai qu'on est content du résultat, quoi, en fait. Oui, d'avoir quand même. Ah oui. Étant gamine, bon, j'avais 2 tantes et ma mère qui faisaient des gâteaux à la poche. Et puis, bon, on y prêtait quand même attention. Et puis, finalement, on s'est mise à les aider. De temps en temps, on allait les aider. Et puis, en prenant de l'âge, bon, elles ont abandonné. Et puis, on a repris avec 2 cousines. Voilà. Et puis jusque-là, maintenant, c'est Marie-Françoise, Ambroisine, Marie-Thérèse qui ont pris la relève. La France est riche de ces desserts régionaux qui ont fait l'histoire de notre pâtisserie. Une histoire qui remonte au Moyen-Âge où l'on instaure pour la première fois la notion de dessert qui signifiait tout simplement le moment où l'on desservait la table. Au XIVe siècle, Taïwan met au point la pâte brisée et sert la première tarte aux pommes, tandis qu'à la Renaissance apparaissent les premières brioches et la crème fouettée. Avec Catherine de Médicis arrivent d'Italie les monumentales pâtes feuilletées et pâtes à choux. D'origine autrichienne, Marie-Antoinette, elle, réintroduira le croissant dans notre pays, tandis qu'au début du XIXe siècle, Antonin Carême, premier véritable théoricien de la pâtisserie, découvre la technique du soufflé avant de créer les premières pièces montées. Quelques années plus tard apparaissent l'éclair, le millefeuille ou le Paris-Brest. Mais il faudra attendre le début des années 1970 pour qu'un certain Gaston Lenôtre décide de dépoussiérer et d'alléger les bases de notre pâtisserie. Gaston Lenôtre a aussi une force prépondérante, c'est qu'en 1970, il crée son école de pâtisserie. Il est vrai que la formation dans le domaine de la pâtisserie est le meilleur moteur de transmission, donc de valorisation. Avant les années 70, la cuisine comme la pâtisserie s'intéressait à la tradition, au patrimoine culinaire et continuait de le transmettre et faisait une offre aux clients. Alors qu'à partir de 1910, on commence à s'intéresser aux attentes du consommateur. Fils spirituel de Gaston Lenôtre, Pierre Hermé va marquer la pâtisserie en étant le premier à faire appel à des spécialistes du design, du marketing et de la communication. J'ai appris à découvrir la pâtisserie aussi parisienne, la grande pâtisserie, par des gens comme Pierre Hermé. Et c'est des gens comme ça aussi qui nous font rêver aussi. C'est certainement le pâtissier qui a révolutionné une partie de la pâtisserie, mais pas que la pâtisserie, qui a commencé à communiquer, qui a commencé à faire parler de lui, et puis qui est de ce côté-là qui nous a donné un peu l'exemple à suivre. De Paris à Tokyo, Pierre Hermé est à la tête d'une vingtaine de boutiques à travers le monde. Que de chemin parcouru depuis ses 14 ans. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais fait de la pâtisserie avec mon père. Donc je pensais déjà connaître un peu la pâtisserie. Et quand j'ai commencé chez le nôtre, au bout de 2 jours, j'ai compris que finalement, il fallait que je recommence à zéro. Et pour moi, Gaston Lenôtre a toujours été un modèle. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de devenir ce que je suis aujourd'hui. Vraiment, ce que j'ai en tête, c'est le concept, la forme du Paris-Brest. Et ensuite, réinterpréter avec nos différents fétiches. J'ai tendance à goûter tout ce qui me passe par la main et qui se mange, que ce soit réputé bon ou pas bon. Je ne me contente pas des a priori. C'est juste, c'est d'une très très grande subtilité. Ça veut dire, on a le goût de l'huile d'olive, puis derrière, juste, il y a le zeste. Et ça, pour le macaron huile d'olive mandarine, c'est parfait. Et je fonctionne uniquement par rapport à mes envies.
Je me donne pas de cahier des charges, je me donne pas de règles. Je fais les produits en fonction de mes idées. En fait, ce que je veux là-dedans, c'est pas rechercher l'originalité. Je préfère qu'on mette un gâteau qu'on connaît déjà et qu'on a déjà fait, qui soit un très bon gâteau au chocolat. Et l'originalité, elle est déjà dans la forme. Donc, il y a juste, on va recevoir un premier proto de la hache début de semaine prochaine. Celle-ci, elle sera en série limitée. On va faire, je pense, moi, 150 exemplaires, pas plus. En 92, j'ai eu l'idée de créer un gâteau qui soit dessiné par un designer, mais qui soit un gâteau. Pénors a eu cette idée de faire une tranche de gâteau très haute, et dans l'échange, en posant un petit bout de plastique rouge sur le gâteau, on a trouvé l'idée de cette cerise, et en même temps de concevoir l'emballage qui va avec le gâteau, qui théâtralise le gâteau. Donc c'était une démarche vraiment complète, et je me rappelle très bien de la réaction des propriétaires de Fauchon à l'époque. Quand j'ai fait voir le gâteau, ils ont regardé ça avec une certaine méfiance. Il se trouve que le jour où j'ai mis ce gâteau en vente, c'est devenu le gâteau qu'on a vendu le plus pendant des années. Nous avons créé la société. Pierre Hermé était déjà reconnu comme le meilleur pâtissier du monde. Les journalistes, les grands critiques gastronomiques, que ce soit aux États-Unis, en France, au Japon, etc., l'avaient déjà placé là. D'une certaine manière, on a démocratisé cet aspect des choses. Et si aujourd'hui on parle de pâtisserie haute couture, à l'époque on n'en parlait pas du tout. C'est-à-dire